Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je remercie les organisateurs d'avoir bien nous invité à prendre la parole dans cette conférence. Et si vous permettez mon intervention, elle est au nom du ministère de l'Éducation nationale au Maroc, mais ça représente aussi en quelque sorte un débat qu'on a eu entre ministère et Académie des sciences au Maroc à l'occasion de l'organisation du COP22. Donc on avait organisé un séminaire national avec participation de certains académiciens français sur l'éducation et le développement durable. Et si vous permettez, Monsieur le Président, en plus des 5 problématiques que vous avez soulevées qui sont liées à l'enseignement des sciences et qu'on peut résumer dans la langue, les équipements, la formation des enseignants, l'orientation et les perspectives de travail, aborder la thématique d'éducation au développement durable ajoute des couches de complexité supérieure. Et parmi ces couches, permettez-moi de au moins énumérer quelques-unes. Éduquer au développement durable suppose tout d'abord que l'éducateur, qui peut être l'État, le ministère, l'école, ait au moins 3 postures. Celle, tout d'abord, d'un curriculum qui doit mettre en place un curriculum qui doit être transversal. Deuxième chose, c'est mettre en place des activités extracurriculaires, puisque l'éducation au développement durable ne se limite pas uniquement aux connaissances et aux habiletés qu'on apprend à l'école, mais ça va au-delà. Et troisième posture, c'est celle d'aborder une question relativement récente dans la littérature de l'éducation. C'est ce qu'on appelle les questions ou les savoirs relativement chauds. Je vais en revenir sur cette question. Le développement durable, deuxième élément de cette réflexion, c'est que le développement durable ou l'éducation au développement durable demeure un projet constamment à inventer, à réinventer, et qui se veut inclusif, mais qui se construit sur la controverse. Et je veux revenir sur ce concept de controverse. Et dernière chose, enseigner la pensée complexe et former aux questions socialement vives est une question relativement récente dans les différents systèmes éducatifs. Les enjeux de l'éducation au développement durable sont de multiples natures. Tout d'abord, ils sont de nature pragmatique. Ils posent des questions sur les fondements philosophiques de ce qu'on enseigne et comment on enseigne. Ils sont aussi de nature épistémologique sur la complexité des savoirs, l'interdisciplinarité, les approches scientifiques de modélisation et le croisement des savoirs. Il est aussi une question qui renvoie à l'éthique, à la rigueur scientifique et à la responsabilité citoyenne. C'est une question aussi politico-pédagogique, la cohérence pédagogique, l'engagement social, la formation initiale et continue des enseignants, comme ça a été dit. C'est une question aussi didactique. Il renvoie aux approches et aux stratégies, aux manuels et aux dispositifs. Puis il est culturel, puisqu'il renvoie aux habitus. Permettez-moi d'emprunter à une scientifique française, Laurence Simoneau, de l'Université de Toulouse, une modélisation de cette complexité à laquelle renvoie l'éducation au développement durable et qu'il résume dans les 5 points suivants. Tout d'abord, ces questions relativement chaudes, c'est-à-dire objets de controverse, se situent à la croisée des sciences humaines, sociales et des sciences expérimentales. Ils ont des implications dans au moins un des domaines suivants: la biologie, la physique, la chimie, la sociologie, l'éthique, la politique, l'économie, l'environnement, et ce renvoi vers des champs disciplinaires multiples amplifie la complexité des transpositions qu'on pourra y faire pour que ces connaissances deviennent des objets d'enseignement. Deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont socialement vifs, et ceci à 3 niveaux. Tout d'abord au niveau de la recherche, et là les exemples ne manquent pas. Si on reprend le cas des débats sur les changements climatiques, nous avons des thèses, des antithèses qui sont présentées par des scientifiques sur les
les variations de température qui sont dues à telle ou telle variable ou ensemble variable. Donc ça, c'est un premier niveau. Puis au niveau de la société, rappelons-nous tout le débat sur les OGM et sur les questions des objets génétiquement modifiés. Puis en classe, puisque lorsqu'on aborde ces questions en classe, ces controverses et ces débats de société vont se transférer dans la classe et ils poseront d'autant plus des questions et des défis aux enseignants pour pouvoir les gérer. Troisième caractéristique dans cette modélisation, c'est que ces questions font l'objet de controverses entre les spécialistes des champs disciplinaires et entre les producteurs des savoirs non académiques. Les professionnels, les journalistes, les consommateurs, ils sont empreints d'incertitudes dans les savoirs de référence comme dans les implications sociales. Comme il n'y a pas une seule source de savoir de référence, les savoirs de référence sont multiples, les champs de connaissances sont multiples, on se retrouve donc devant ces controverses qui sont perpétuées par les masses médias et par la planète bleue ces dernières années. Quatrième élément de cette modélisation, c'est que ces connaissances interpellent des pratiques sociales et renvoient aux représentations sociales et aux systèmes de valeurs. Ils sont considérés comme un enjeu par la société qui suscite des débats. Ils font, selon l'actualité, l'objet d'un traitement médiatique important. Il suffit de revenir au journal télévisé de 20 heures et qui sont généralement introduits par des questions de ce genre. Puis enfin, les enseignants face à ces questions, se sentent souvent démunis pour les enseigner, car il s'agit de savoir non stabilisé, c'est-à-dire qui ne renvoie pas à un savoir savant qui est déjà stabilisé et qui est susceptible de générer des conflits dans les classes du fait de leur vivacité sociale. Donc c'est un nouveau enjeu, de nouveaux défis qui sont posés à l'école et sur lesquels j'espère que des centres de recherche, des centres de formation tels que Sésame peuvent s'y pencher pendant les prochaines années. Quelle est la situation au Maroc ? Je dirais que la situation n'est pas très différente de ce qui se passe dans la plupart des pays du monde et surtout dans les pays francophones. Nous abordons ces questions à travers tout d'abord des choix et des orientations pédagogiques, une approche curriculaire et ensuite par des enjeux qui renvoient à des vœux pour l'avenir. Pour ce qui est des choix fondamentaux au Maroc, permettez-moi de partager avec vous les choix essentiels sur lesquels se base l'école marocaine moderne. Tout d'abord, en termes de fondation, il a été décrété depuis au moins 17 ans, depuis début des années 2000, que l'école marocaine doit se fondre sur 4 familles de valeurs, des valeurs qui renvoient à l'islam de tolérance, l'islam qui permet d'aimer son voisin, des valeurs ancestrales de la civilisation marocaine. L'Afrique du Nord, de la Tunisie jusqu'au Maroc, représentait un bassin culturel, civilisationnel, ancestral. Des valeurs de la citoyenneté, puis les valeurs des droits de l'homme avec la déclaration de 1948 et tout ce qui s'ensuit. La constitution du Royaume du Maroc de 2011, il prône une famille de valeurs qui renvoient aux valeurs de la dignité, de la justice, de l'égalité, de la liberté, de la tolérance et de la solidarité, qui sont des valeurs universelles partagées par toutes les religions et toutes les nations modernes. En termes de choix majeurs, on retrouve des choses qu'on trouve aussi dans d'autres systèmes, placer l'apprenant au centre de la réflexion pédagogique, offrir aux enfants du Maroc des conditions nécessaires de leur épanouissement, puis adapter envers les apprenants une attitude de compréhension et de guidance au lieu d'une attitude autoritaire et d'enseignement à la traditionnelle. En termes de programme, les questions d'éducation au développement durable, on les trouve dans ce qu'on appelle les matières porteuses. Ce sont essentiellement les langues, mais aussi des disciplines scientifiques telles que les sciences de la vie et de la terre, les sciences physiques, la géographie et l'éducation à la citoyenneté. Des thèmes qui sont abordés sont multiples.
tels que le réchauffement climatique, l'enfant et l'environnement naturel, la protection de l'environnement, l'équilibre naturel, l'homme et l'environnement, le développement durable et l'environnement et l'écologie. Comme vous le savez, tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez parlé du matériel pédagogique. Je pense que dans des pays comme le mien, le principal matériel pédagogique, c'est le manuel scolaire. Le manuel scolaire reste dans beaucoup de pays l'outil de pilotage pédagogique par essence dans les classes. C'est un outil de référence pour l'enseignant, mais c'est aussi un outil de référence pour les élèves, pour les familles et pour le contrat entre l'école et les familles. Donc au Maroc, nous avons opté pour une multiplicité de manuels scolaires. Donc on a rompu avec le manuel unique. Donc pour chaque discipline, nous avons plusieurs manuels pour le même niveau scolaire qui sont élaborés par des équipes libres, mais bien sûr, à la différence de la France, ils sont homologués par le ministère. Les manuels, sur les 390 manuels qui sont homologués, nous avons recensé 125 fois où les questions relatives au développement durable sont abordées. Mais bien sûr, là, si vous permettez, il y a des exemples, mais je ne vais pas m'attarder sur ces questions. Là, c'est l'environnement et la santé. Là, c'est la préservation de l'environnement en géographie. Là aussi, c'est un manuel de géographie et on retrouve des schémas qu'on peut retrouver dans tous les manuels scolaires du monde. Là aussi, c'est dans un manuel de géographie. Donc, dans un manuel de langue aussi, de langue anglaise. Là, une autre question qui est abordée dans un autre manuel de langue anglaise. Même chose. Même chose. Même chose, etc. Donc là, c'est un manuel de sciences de la vie et de la terre qui est en arabe. Je rappelle que les sciences sont enseignées en grande partie au Maroc en langue arabe. Bien sûr, il y a pendant ces dernières années la mise en place de ce qu'on a appelé les sections internationales dans lesquelles il y a un retour vers les langues françaises et anglaises pour l'enseignement des sciences. Je termine, si vous permettez, par les perspectives. Et en analysant ces différentes, ce que je viens de dire, parmi les perspectives qui sont posées au programme et à l'école marocaine, il y a tout d'abord la question de renforcement de ces questions dont je viens de parler. Ce sont des sujets qui apparaissent dans les différentes disciplines scolaires, mais de manière décousue. On a l'impression que par un effet cumulatif, les apprenants vont construire une image de ce qui est le développement durable en passant de sciences de la vie et de la terre vers la géographie, alors que on est de plus en plus convaincu qu'il faudra mettre en ordre tout ça avec un fil blanc qui doit coudre l'ensemble de ces connaissances et donner un sens, que ce soit pour les enseignants et pour les élèves. Il y a des thèmes qui ne sont pas encore abordés et qui nécessitent bien sûr des développements plus importants. Et là, si vous permettez, je termine en disant que pendant les 2 dernières années, nous avons entamé un travail en profondeur avec nos collègues de l'Académie des sciences du Maroc. Et je salue tout le travail qui a été fait par l'équipe de Simalik Erleb, ici présent avec nous, pour présenter au ministère de l'Éducation nationale une réflexion des scientifiques sur ce que devrait être l'enseignement des sciences dans l'école marocaine du primaire jusqu'au lycée. C'est un chantier qu'on vient de commencer, bien sûr, auquel il faudra ajouter toutes ces couches dont j'ai parlé, ces couches qui renvoient à l'enseignement des questions vivement chaudes, mais aussi à l'enseignement de la complexité et la formation de cet esprit scientifique, critique chez les jeunes d'aujourd'hui, les futurs citoyens de demain. Merci pour votre attention.